Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne La qualité logicielle, la chaîne qui vous permet de livrer des logiciels sans bug. Avec nous aujourd'hui Oussama, qui est aujourd'hui un BA, qui va nous parler un peu de son parcours, de ses compétences et de boulot de BA. Donc bonjour Oussama. Bonjour Ayman, merci pour l'invitation. Du coup, comme je te disais, je suis business analyst. Actuellement, je suis en mission dans le secteur bancaire. Pour donner un peu plus de détails, je commencerai avec mon parcours comme tu as dit. Initialement, j'ai une formation en ingénierie informatique et réseau option en IA. Par après, j'ai effectué quelques stages, on va dire, pour approfondir mes connaissances et surtout développer mes acquis et côtoyer le monde professionnel. Par la suite, j'ai opté pour un Master 2 en management de projet ici en France. Et après, j'ai commencé, on va dire, j'ai intégré le monde professionnel en tant que qu'AMOA au début. Après, c'est à peu près le même métier. AMOA, c'est assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ça ressemble parfaitement au métier de business analyst, dans le sens où ça impacte le domaine fonctionnel. De ce fait, j'ai passé 3 ans dans un comparateur d'assurance et d'énergie ici en France durant lesquels j'ai côtoyé différents services. Ce qu'il faut savoir par rapport au poste d'AMOA, c'est qu'on est plutôt l'interface entre l'équipe technique et les différents départements de l'entreprise, que ce soit département marketing, commercial, juridique et j'en passe. L'idée étant de comprendre et surtout d'analyser les différentes demandes faites en interne ou en externe dans le cadre Mhm. de ces 3 ans passés dans ce comparateur. Les demandes internes pouvaient émaner de différents services, les demandes externes, on va dire, dépendaient surtout que ce soit des fournisseurs d'énergie ou des assureurs, que ce soit des assureurs traditionnels ou des néo-assurances. Quand je parle de néo-assurances, je fais référence aux assurances digitales comme Luco et j'en passe. Après, l'idée c'était surtout on va dire dans ce genre de poste, que ce soit BA ou AMOA, l'idée est de recueillir, d'analyser le besoin auprès des équipes métiers afin de vraiment leur proposer des solutions innovantes. Ça passe évidemment par le fait d'identifier tous les process qu'on peut améliorer et on essaie de consolider l'ensemble des demandes qu'on a reçues, que ce soit d'un point de vue, on va dire, surtout applicatif. Parce que dans mon domaine, D'accord. je travaillais sur un site internet. Comme je dis, c'était un comparateur. Du coup, derrière, on se devait d'être performant sur la partie applicative pour avoir des Mhm. temps de réponse qui sont acceptables par nos utilisateurs. Et par après, on s'intéressait aussi à la partie, on va dire, éco, pardon, à la partie UX design, c'est ça. Dans le sens où pour nous, tout était user centric et user friendly. C'est pour ça qu'on faisait Mhm. pas mal de, on va dire, de recherche et de développement sur la partie front-end pour donner aux utilisateurs tout ce qui se réfère à cette partie-là. Et, D'accord. euh, et du coup, je sais pas ce que j'enchaîne ou tu as des questions jusqu'à présent, c'est clair. Non, non, bah, je voulais juste essayer de résumer un peu pour les gens qui nous écoutent le job de business analyst. Si tu peux donner juste un résumé dans deux, trois phrases, comme ça les gens ils se situent bien, c'est quoi un business analyst? Pour moi, en fait, comme je disais, le métier de business analyst, ça se résume premièrement dans l'analyse et le recueil du besoin, parce que ça constitue un point de départ, et également l'audit de l'existant. Avant d'apporter des solutions, avant de penser à des solutions, l'idée est toujours de comprendre et d'auditer l'existant pour comprendre de quoi, on va dire, de quoi cette application, par exemple, est faite, de quoi ce site web est fait, que ce soit en termes d'architecture ou en termes de fonctionnalités proposées. Après, l'idée est d'être force de proposition, et surtout avoir, on va dire, cette notion de flexibilité avec les différentes équipes et être, on va dire, un bon orateur dans le sens où on sera amené à communiquer avec différentes équipes, différents interlocuteurs. Du coup, on doit dire il faut être assez diplomate dans ce sens-là. Après, il y a une double casquette qui peut ressembler un peu tout ce qui est chefferie de projet parce que sur ce genre de métier, on accompagne le client de A à Z, que ce soit en amont d'un projet ou en fait, on accompagne sur des projets de bout en bout, que ce soit des projets de refonte ou de mise à disposition de nouvelles applications. Et on finit souvent avec des phases de recettes pour vraiment comprendre
et tester tout ce qui a été développé et en finir avec une phase de mise en production et de support après la prod. L'idée étant de rassembler un ensemble de KPI pour pouvoir s'assurer que cette MEP s'est bien passée. Ah, voilà, donc le job de business analyst, il se fait déjà en amont du projet, donc avant même la première ligne de code. Oui, bien sûr, ça se fait en amont. En amont, majoritairement, moi de mon côté, je vais me baser sur mon expérience. Je sais pas, je veux dire, peut-être d'autres BA, en fait, parce que ça dépend on va dire, de la culture d'entreprise, de sa manière de faire, des process. Mais moi de mon Mhm, côté, c'est sûr que chaque BA, il va intervenir quand même en phase, on va dire, en amont d'un projet. Comme je disais, il y a différentes choses à faire en amont. De un, il y a l'audit de l'existant pour comprendre comment ça marche actuellement et comment ça a marché depuis toujours, pour comprendre un peu l'architecture, les différentes fonctionnalités proposées. Il y a aussi l'étude de faisabilité, parce que par moment, quand on échange avec différents clients, ils peuvent être amenés à faire des demandes que nous, de notre côté, on doit confirmer avec l'équipe technique avant même de développer. On doit en fait se projeter et voir est-ce que les moyens qu'on a, que ce soit d'un point de vue technique et humain, nous permettront d'arriver à destination. Du coup, en amont, ce qui est primordial pour moi, c'est d'auditer l'existant et surtout de comprendre le besoin client qui doit être mature. mhm. Donc, de ce que tu sais déjà, on est dans la chaîne de la qualité logicielle, donc on parle qualité logicielle et plus précisément partie test. Oui, bien Donc, sûr. quel est le rapport entre business analyst et l'équipe de test? Moi, de mon côté, en fait, ça dépend. C'est très différent de ce que j'ai vécu sur mes 2 dernières expériences. L'idée Mhm, étant, en tant que business analyst, dans notre équipe, on a, je pense, 4-5 testeurs. Du coup, sur ce projet-là, dans le secteur bancaire, comment ça se passe? Pour chaque demande faite, qui va être retranscrite sur Jira. Je ne sais pas si vous connaissez Jira ou pas, mais pour tout le ouais, monde, en fait, Jira, Jira, c'est c'est juste un outil de ticketing. Il y en a plusieurs, donc Jira, oui, c'est c'est très ça. utilisé. C'est juste pour donner un peu plus, on va dire, de visibilité aux nos interlocuteurs. Et l'idée étant pour chaque Jira, les testeurs vont rédiger ce qu'on appelle un cahier de recettes dans lequel ils vont mettre tous les scénarios de test que moi, en Mhm, tant que BA, je dois valider. Dans le sens parce que, ce qui veut dire, c'est que moi, en tant que BA, je connais vraiment la fonctionnalité, j'ai étudié le besoin, j'ai formulé le besoin, j'ai échangé avec les différents sponsors du projet sur ce besoin. Du coup, logiquement, je connais la GIA. Et moi, de mon côté, je dois valider ces test cases et dire est-ce que c'est bon ou pas, s'il faut modifier quelques-uns, parce que par moment, ça arrive que des testeurs, ils n'ont pas, on va dire, la visibilité sur l'ensemble du projet, sur les impacts. Et du coup, l'idée de mon côté, c'est de redresser cette partie-là et pouvoir vraiment confirmer cette partie. Ça, c'est on va dire, d'un, on va dire en premier lieu. Ouais, c'est ça. Dans un second temps, moi, de mon côté, j'interviens également sur la phase de test, dans le sens où je peux être amené à faire des tests, que ce soit des tests de régression ou de progression, pour pouvoir vraiment comprendre comment ça se passe et valider les développements qui a été effectués. Mais après, nous, on intervient, on va dire, en support à l'équipe de test, qui par moment peut être dans un rôle d'être roulement, dans le sens où ils peuvent avoir vraiment beaucoup de charges. Et du coup, le rapport, quand tu demandais avec l'équipe de test, ça passe clairement par des échanges sur les fonctionnalités pour essayer de comprendre et se mettre d'accord sur les test cases. Parce que par moment, on peut ne pas se mettre d'accord avec le testeur sur les tests à faire. Parce que les mhm. testeurs, ils ont souvent, on va dire, tendance à aller vraiment dans le détail. Et par moment, c'est pas nécessaire dans le sens où si un module est impacté, mais derrière, ça ne va pas impacter d'autres modules, ça sert à rien de tester les autres modules. Mais bon, ça c'est juste par rapport à notre propre expérience. Voilà, pour donner un peu de contraste à ce que tu dis, voilà, ça c'est de ton côté, mais par exemple moi ce que je vécu c'est que les business analysts ils interviennent aucunement dans le test. Ce qui se passe c'est que eux ils créent leurs spécifications, après il y a une revue qui est faite par l'équipe validation et après ça il y a la création du cahier de recettes, validation par l'équipe BI, donc Business Analyst. Et après ça, il n'y a presque pas de contact dans le sens où ils n'interviennent pas dans les tests. Sauf que avec l'équipe support, par exemple, s'il y a une problématique qui est remontée par le client ou la fonctionnalité n'est pas bien comprise, on peut faire appel au BI pour essayer de redresser ou recadrer
la discussion avec le client dans le sens où ça devrait être. Donc la fonctionnalité elle fait ça, mais et pas ça, afin de justifier ou pas des bugs qu'on peut remonter. Donc on va dire chaque boîte a sa propre philosophie de comment utiliser des business analysts ou des AMOA et ça peut changer d'une boîte à autre. Mais dans Ouais, c'est ça. l'essentiel, voilà. Mais dans l'essentiel, ça reste que les business analysts, ils interviennent au début du projet afin de voilà donner donner le chemin que va prendre le développement et la validation. Et après, enfin, pour valider tout ce qui a été fait. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, on va dire l'impact des business analysts et leur périmètre va dépendre bien sûr des boîtes dans lesquelles on va dire, ils exercent. De ce fait, je comprends que dans ton entreprise, effectivement, les business analysts, on va dire, ils interviennent, mais plutôt en mode support. Ben, ça reste à définir support 2, support 3, ça dépend. Mais l'idée étant que nous, de notre côté, on essaie de travailler plutôt en agilité avec les testeurs et du coup, l'idée est de vraiment valider et de les suppléer sur cette partie-là. Après, bien sûr, une fois que, on va dire, que les billets interviennent sur la phase d'analyse et d'étude, il y a une phase de suivi de développement durant laquelle on va échanger quotidiennement avec les développeurs qui interviennent sur notre projet ou sur cette fonctionnalité pour vraiment voir est-ce que ce développeur a bien compris ce qui est attendu et faire le suivi de développement. Et entre autres, on va avoir des démos qui sont régulièrement faites, on va dire peut-être chaque quinzaine, ça dépend des sprints, mais bon, ça sera des démos qui vont être faites sur chaque 2 semaines avec les développeurs pour voir ce qui a été développé, ce qui répond vraiment au cahier de charge initial. Une fois que ça c'est validé, on va du coup tester sur différents environnements, d'où le positionnement des business analysts sur la partie testing de notre côté, je veux dire sur cette mission, dans le sens où par exemple les testeurs, ils n'ont pas accès à la pré-production et à la production. Du coup, en tant que business analyst, c'est nous qui validons la pré-production et c'est nous qui assistons à la mise en production. Et du coup, je pense que ça dépend peut-être de vous, de votre côté, les testeurs, on va dire plutôt que vous avez accès à la prod et à la Hmm, pré-production, mais ce n'est pas le cas chez nous. Et du coup, une hmm, fois que on essaie on va dire, d'avancer dans le projet, une fois qu'on commence à avoir une fonctionnalité bien faite et validée, derrière, ben, ce qui va s'en suivre, c'est la mise en production. Une fois que cette fonctionnalité ou la totalité du projet de l'application est déployée en prod, ben, derrière l'idée, ça serait déjà de s'assurer de sa maintenabilité dans le temps. Parce hmm. que pour tout développement, l'idée que ça soit maintenable dans le temps, qu'on ne se mette pas à changer chaque année ou je sais pas, et que ça soit vraiment aux normes, on va dire que ça répond aux bonnes pratiques côté coding. Après, ça sera le suivi des KPI. Pour un business analyst, ce qui est très important, une fois que le projet est livré ou la fonctionnalité est livrée, c'est le suivi des KPI. Ces KPI, ça peut être en fait des KPI de performance, d'agilité, peu importe, et qu'on va définir en amont du projet. Hmm. Il est temps, une fois que c'est mis en prod, on va pouvoir comparer pour pouvoir nous dire, OK, sur cette partie-là, ça a bien été fait, sur cette partie-là, qu'est-ce qu'on peut améliorer prochainement. Et l'idée, c'est ça, c'est de faire un post-mortem après chaque mise en prod pour vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour pouvoir améliorer les releases à venir. D'accord. Oui, donc ça diffère un peu dans la boîte où je travaille et la boîte où tu travailles, mais le concept il reste un peu le même. Sur le fond, ce que font les business analysts, et après ça diverge un peu sur, on va dire, les tâches annexes qui viennent complémenter le job initial. Tout à l'heure, tu parlais d'une collaboration étroite avec les développeurs. Une question qui peut venir à l'esprit des gens qui veulent faire BA et peut-être qui ne sont pas assez bons en code. Est-ce qu'il faut savoir coder quand tu es business analyst? Honnêtement, ça dépend parce que sur des missions, on peut être, surtout par exemple dans le domaine bancaire, par moment, on peut être impliqué dans le code. Pas vraiment codé, mais par exemple, on peut faire un peu de macro via Excel et du coup, on doit connaître un peu de VBA. Mais vraiment, pour genre coder pur et dur sur du Java, moi, de mon côté, j'ai jamais eu cette expérience, mais j'ai des Hmm, amis qui ont eu des expériences du genre. En fait, c'est un poste de business analyst technico-fonctionnel, pas purement fonctionnel. Moi, de mon côté, c'est plutôt hmm, purement fonctionnel. Mais
Mais l'idée est que même sur ce projet, j'ai accès à Bitbucket et en fait c'est là où on va dire les développeurs ils vont déployer leurs branches et moi de mon côté je Mhm. peux par exemple quand un développeur publie sa version du code je peux vite fait vérifier et checker voir aussi est-ce que pour moi c'est bon ou pas dans le sens où j'ai fait des tests et je remarque que par exemple ça marche pas mais ce qui est bien en fait le fait est si on a un vernis technique ça nous aide toujours. Pourquoi? Parce que de un on peut vraiment échanger aisément avec l'équipe technique. On va vraiment comprendre leurs contraintes, leurs problèmes, mais aussi voir si de leur côté, vraiment, on va dire, ils font de leur mieux ou pas. Parce qu'on va vraiment comprendre si la fonctionnalité est faisable, pas faisable, si ça va vraiment prendre beaucoup de temps ou pas. Parce que de notre côté, ben, l'équipe technique, elle doit à chaque fois estimer les fonctionnalités. Parce que nous, de notre côté, on doit remonter l'info au sponsor du projet qui doit valider ou pas. Et du coup, Mhm. l'idée est que si on a des connaissances, par exemple de base côté code, ça va vraiment aider sur cette partie-là, parce qu'on va comprendre les contraintes du dev. Après moi, de mon côté, vu que majoritairement j'ai travaillé sur des applications web, et ce qui m'intéresse le plus, c'est par exemple tout ce qui peut toucher par exemple à la partie front-end, du coup des checks qui peuvent se faire en inspectant l'élément, en vérifiant la partie HTML pour comprendre d'où vient le problème, et surtout aussi en inspectant l'élément, en vérifiant la console pour s'il y a des bugs qui sont liés on va dire, au serveur ou vraiment à la partie DB ou autre. Mais d'un point de vue BA, ce qui est primordial, c'est surtout SQL, c'est l'accès à la base de données. Pourquoi? On ne va pas se mettre à coder des procédures ou autres, mais l'idée est qu'on doit s'assurer, on va dire, de la conformité des données. Et par exemple, une fois qu'on a une mail qui a été faite, vérifier que les données, que les données sont bien enregistrées dans notre base de production, qu'on n'a pas des data quality issues, que vraiment c'est bien sauvegardé, il n'y a pas de, on va dire, de perdition de données. Du coup, pour moi, je pense, si on a un bagage technique, c'est un plus. Ça peut vraiment nous apporter pas mal de, on va dire, d'atouts de notre côté. Mais si on n'a pas, tant pis, on peut faire avec. On peut vraiment se concentrer sur la partie purement fonctionnelle. Mhm. Et pour moi, c'est plutôt ça l'idée. Mhm. Ça veut dire, voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que voilà, dans certaines boîtes c'est comme ça, mais par exemple, dans mon expérience et avec les BA avec qui j'ai beaucoup collaboré, eux c'est plutôt du SQL. Ça, personne ne va s'en passer parce que tu as besoin des jeux de données, tu as besoin de vérifier la conformité de données, comme tu as dit. Mais après, eux, ils sont plutôt du fonctionnel et ils n'ont pas nécessairement cette capacité à coder, on va dire, à part voilà, les macros Excel, ils utilisent beaucoup du Java aussi. Donc, mais ils vont pas coder avec du Java ou du C++ ou je sais pas quoi. Donc, eux, ils sont purement fonctionnels. Donc, on pourra trouver dans le marché les deux cas. Et moi, j'ai beaucoup de connaissances qui étaient des valideurs, donc des testeurs fonctionnels qui sont passés BA et en sachant que eux, ils savent vraiment pas coder, quoi. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. L'idée est que pour exercer un métier de business analyst, euh, c'est pas obligatoire, on va dire, d'avoir C'est un ces. plus. Ouais, c'est vraiment un plus parce que ça peut aider à avoir un ensemble, on va dire, ça va aider surtout sur la partie visibilité du projet côté technique. On peut, comme j'ai dit, échanger clairement avec les devs et comprendre leur langage parce que en étant business analyst, on est l'interface et on va dire le carrefour entre ben, l'équipe technique et les services opérationnels de l'entreprise. Et avec le métier, on va vraiment parler purement fonctionnel. Avec l'équipe technique, si on a des notions techniques, on va vraiment pouvoir exercer sur cette partie-là et ça va nous, on va dire, fluidifier le travail. Du coup, ça dépend. C'est un plus, mais c'est pas un prérequis, on va dire, pour exercer le métier de business analyst, en se basant sur ma propre expérience, bien sûr. D'accord. Donc, la collaboration que vous avez avec le bureau d'études, c'est des échanges quotidiens ou vous avez des réunions fonctionnelles ou technico-fonctionnelles ou comment ça se passe en général? Bureau d'études, tu veux faire allusion à quoi? Pardon, j'ai pas bien compris cette partie bureau d'études. Oui, à vrai dire, c'est les programmeurs. Bah, j'explique un peu parce que nous, dans le contexte où je travaille, on a un bureau d'études, donc genre on a un delivery manager, des programmeurs et toute une structure qui est indépendante de la partie validation, test et support. Donc c'est à peu près deux entités différentes. Donc, c'est pour ça que je dis bureau d'études, mais je veux dire avec les programmeurs en général.
Ah, tu fais référence à l'équipe technique? Ouais. En fait, nous, on travaille en agilité, du coup, on a un mix entre Scrum et Kanban. Du coup, Mhm. déjà, on a un daily dans lequel chacun on va dire, que ce soit testeur, euh, développeur, business analyst, échange et surtout partage on va dire, les mises à jour et les avancées qu'ils ont de leur côté et surtout les points bloquants. Du coup, déjà, ça permet de suivre sa Jira ou ses Jira, ça dépend du nombre on va dire, de sujets qu'on traite et de Mhm. pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Après, comment c'est, on va dire comment c'est régi de notre côté, c'est que avant, par exemple, moi de mon côté, je vais travailler sur une Jira, je vais faire toutes les specs, je vais les valider avec d'autres BA. De notre côté, en fait, c'est la manière d'exercer, c'est que une fois que je vais finaliser ma spécification, je vais organiser un meeting avec deux business analysts. Une fois que c'est validé, je vais organiser un meeting avec un développeur et un testeur. L'idée est de présenter ça à l'équipe technique et aux testeurs pour pouvoir déjà avoir une première estimation. Parce que nous, de notre côté, on inclut aussi l'équipe de test dans l'estimation. C'est pas uniquement, Mhm. on ne se passe pas uniquement sur la partie dev. Et du coup, ça, c'est le premier contact qu'on va avoir avec un développeur sur une Jira. Après, une fois qu'on va avoir la planification du sprint, c'est pas forcément le même développeur avec qui on a eu cette réunion qui va être assigné à cette Jira. Du coup, une fois qu'on va avoir un développeur assigné à la Jira, ça sera la même chose. On va encore refaire un meeting, lui expliquer la Jira et en fonction, on va dire, de l'avancée du sprint, si le développeur il rencontre des soucis, ben, il va nous contacter, il va nous appeler. Mais majoritairement, vu qu'on est en télétravail actuellement, c'est que des appels, du coup, vu qu'on n'est pas au bureau. Mais si Mhm. on est au bureau, bien sûr, on peut faire des réunions sur place. Et que si le développeur il a des points bloquants, si moi de mon côté, par exemple, je trouve que le développeur il n'a pas déployé ou je trouve qu'il n'y a pas d'avancée sur la Jira, je peux de mon côté le contacter, essayer de voir s'il n'a pas de points bloquants pour mieux comprendre. Et une fois que le développeur va finaliser sa version, avant même de la déployer sur la recette, il va faire une démo aux testeurs et aux business analysts chargés de l'agir. L'idée est de présenter ce qui a été développé et moi de mon côté, je dois valider la partie fonctionnelle. Voir vraiment est-ce que c'est conforme au cahier de charge initial ou pas. Si c'est valide, ben, de mon côté, je donne, on va dire, mon go et il va déployer sur la recette. Et après, on va se charger de tester côté recette et pré-production. Si c'est pas valide, moi de mon côté, je vais réouvrir la Jira en mentionnant les raisons et le développeur va, on va dire, recoder cette partie-là. Et ainsi de Ok. suite. Mais l'idée est qu'on a des échanges quasi quotidiens avec les développeurs impliqués sur le Jira, d'où le principe on va dire, de l'agilité, de l'importance Mhm. d'être en mode agile. D'accord. J'ai l'impression de ce que tu parles que vous n'avez pas un delivery manager en soi-disant. Vous n'avez pas une personne qui est chargée des livrables BE, donc de l'équipe technique, donc de la partie soft, quoi. De notre côté, en fait, c'est réparti de cette manière. On a un Mhm. PO qui chapeaute l'équipe fonctionnelle pour l'équipe technique et elle est chapeautée par le Scrum Master. D'accord. Sur ce projet, le Scrum Master, on va dire, il est obligé d'avoir un passé de développeur déjà. Parce qu'en Mhm. fait, il va avoir cette double casquette Scrum Master, Delivery Manager. C'est lui qui va valider avec l'équipe technique. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que sur ce projet, on a en fait, on a plutôt un tech lead fonctionnel et un tech lead, on va dire, plutôt technique sur cette partie-là. Mhm. Et pardon, non, on a un tech, ouais, c'est ça, on a un tech lead sur la partie fonctionnelle, c'est la PO bien sûr. Et on a un tech Mhm. lead et le Scrum Master, c'est lui qui s'occupe des livraisons dans le sens où il va émettre les demandes à l'équipe de déploiement pour pouvoir déployer que ce soit la partie back-end, front-end. Du coup, chez nous, le Delivery Manager, c'est vraiment le Scrum Master. C'est lui du coup qui va animer l'ensemble des cérémonies Scrum et qui va se charger vraiment de chapeauter l'équipe technique, de voir les évolutions proposées techniquement parlant avec les développeurs et ça se fait de Ouais, cette je vois. manière de notre côté. Ouais, je vois. Ça change beaucoup de ce qu'on a nous, parce que nous, on a vraiment un delivery manager qui s'occupe de cette partie-là. Donc, nous, voilà, il y a beaucoup de différences entre les sociétés, même si dans le fond, c'est les mêmes fonctions, les mêmes jobs, sauf que voilà, l'architecture de l'entreprise te contraint à avoir certaines jobs annexes ou pas. Mais de mon expérience, moi, c'est complètement différent. Voilà. Parce que nous, on a vraiment une personne qui fait que ça, que delivery manager, on va dire. Je pense honnêtement ça dépend, comme tu as dit, des entreprises.
Des budgets aussi, vraiment ça dépend des budgets, est-ce qu'on peut mettre plusieurs personnes ou pas, est-ce qu'on peut créer des Ouais. postes ou pas. Et Après, c'est sûr que après, le domaine, il joue un rôle parce que nous, on est dans le domaine public et dans des projets qui coûtent des milliards d'euros et qui prennent des années à se concrétiser. Donc, je pense que c'est pas la même chose que par exemple d'un comparatif en ligne ou d'autres domaines, on va dire, d'autres domaines où tu peux avoir les mêmes compétences. honnêtement, je saurais pas te dire parce que j'ai pas de, on va dire, j'ai pas les chiffres, mais typiquement sur ma mission actuelle, c'est dans le secteur bancaire, dans une grande banque française. Côté budget, c'est sûr que, et on va dire, j'ai pas vraiment les détails, mais c'est sûr que ils mettent les moyens pour pouvoir satisfaire la hiérarchie et les Ouais, sponsors. bien sûr. Après, pour la partie, pour ce qui est du comparateur d'assurance, il dépendait d'un gros groupe anglophone. Du coup, derrière, ils mettaient aussi des gros budgets, mais je ne saurais pas vraiment te dire est-ce que ça rejoint les budgets qui sont mis de ton côté ou pas. Mais l'idée est que, moi de mon côté, peu importe le budget, l'essentiel c'est vraiment de mettre les moyens pour et d'accompagner les collaborateurs pour pouvoir vraiment mûrir individuellement et collectivement. Pour moi, ça, c'est le principe, c'est de pouvoir faire, on va dire, corréler les attentes individuelles avec les attentes collectives plus gros. Hmm. Pour toi, quelles sont les compétences principales d'un BA? Pour moi, les compétences principales, premièrement, ça sera la prise de recul. Prise de recul dans le sens où, en étant business analyst, quand on arrive sur un projet, on va avoir pas mal d'informations d'un coup, on aura pas mal d'idées qui nous viendront à la tête, pas mal de propositions à faire. Et l'idée de cette prise de recul, c'est d'essayer de voir avec une nouvelle approche, un nouvel angle, tout ce qui est à notre disposition pour pouvoir vraiment amener ce projet à la destination on va dire, demandé par le client. D'un autre côté, il faut être curieux, vraiment, pour s'intéresser aux différents secteurs, aux différentes technologies, pour pouvoir vraiment être à jour sur pas mal de choses, surtout quand ça touche à tout ce qui est informatique d'un coup. Et pour moi, il faut avoir un esprit d'analyste. En étant business analyst, ce qui est primordial, c'est de pouvoir vraiment comprendre le besoin et l'analyser. Vraiment, on doit pouvoir décortiquer ce qu'on a sous les yeux et avoir cette visibilité pour pouvoir se projeter, pour avoir, on va dire, les mêmes attentes clients. Pour pouvoir vraiment répondre à ces attentes, on doit se mettre dans leur peau et vraiment répondre à cette partie-là. Du coup, pour moi, sans oublier bien sûr les compétences demandées dans l'informatique généralement, flexibilité, ça c'est sûr, faut être flexible. Mhm. Et côté BA, il faut aussi être bon en communication parce que majoritairement, on échange avec différentes équipes qui vont être incluses ou pas dans le projet, différents interlocuteurs. Du coup, l'idée est de communiquer, on va dire, clairement et surtout aussi de s'affirmer. Parce que quand on est business analyst, on peut avoir cette pression côté métier et techniquement, par exemple, ça peut prendre plus de temps que ce qui est demandé côté métier. Du coup, en tant que business analyst, on doit pas, on doit dire, on doit s'affirmer. Bien sûr, en mettant les pour et contre, mais on doit s'affirmer, on doit pas, on doit savoir répondre, on va dire, en fonction des situations et arbitrer en fonction des situations. D'accord, merci. Une autre question, vous avez, par exemple, dans votre contexte, vous avez un contact avec le client final? Des clients finaux? Les clients finaux, oui, sur ce projet-là, on a des contacts avec les sponsors, ce qu'on appelle les sponsors de projet. Actuellement, je travaille sur une application bancaire qui est utilisée sur différents sites et pays pour cette groupe-là. Mhm. Et l'idée est que on a trois business lines sur ce projet et on a une représentante ou un représentant par business line qui peut représenter différentes équipes, par exemple des équipes loans, des équipes, on va dire, de paiement, genre cash management ou autre. Et du coup, on a deux meetings, on va dire deux workshops par semaine, durant lesquels on va essayer de comprendre le besoin, échanger, vraiment comprendre ce qui est attendu côté sponsor.
Après, de notre côté, il faut être en force de proposition. Par, mo- par moment, les sponsors peuvent se tromper sur leurs besoins dans le sens où soit c'est lié à une, on va dire, une malinterprétation et une incompréhension de l'application. Et du coup, nous, de notre côté, on doit les rassurer sur cette partie et essayer vraiment de creuser pour comprendre le pourquoi du comment. L'idée est qu'on ne doit pas juste réaliser des fonctionnalités ou créer des fonctionnalités, mais l'idée est de comprendre pourquoi un utilisateur lambda aurait besoin de cette fonctionnalité. Après, une fois que ce besoin est compris et vraiment décortiqué, d'un autre côté, sur ces workshops, on va arriver avec des solutions, avec des propositions. Si c'est un besoin simple, on va arriver avec une seule proposition. Par exemple, si c'est, on va dire, l'ajout de colonnes sur une grid qu'on affiche sur des Mhm. exports, pas besoin de présenter plusieurs solutions. Mais si c'est une refonte d'un onglet lié à des informations clients, là, on peut avoir de la marge et proposer deux, trois solutions. Derrière, les sponsors, généralement, on a des solutions qui sont simples, on va dire, qui sont rapidement faisables, mais pas, on va dire, très très sophistiquées. Après, on a une solution qui est le mix entre, qui fait le rapprochement entre les deux. Et finalement, on peut avoir une solution qui peut être sophistiquée avec les différentes, on va dire, avec les différentes technologies. Typiquement, avoir la dernière version d'Angular sur la partie front-end, mais qui va coûter cher côté budget. Et du coup, c'est au sponsor d'arbitrer sur cette partie. Mais effectivement, mis à part ces deux workshops, si on a des questions, si on a des demandes avec si on a des demandes de notre côté, on peut organiser des meetings qu'avec les sponsors sans que ça passe par ces deux workshops. Hmm. Donc oui, il y a des échanges avec, on va dire, les sponsors ou les clients finaux, dépendant des problématiques de budget, de fonctionnalité, d'amélioration du système ou de l'application. Donc c'est des choses que vous faites, on va dire, quotidiennement, quoi. Mais pardon, j'ai pas bien compris la question. J'ai dit ces échanges-là que vous avez avec les Oui. clients, donc les sponsors, comme tu dis, c'est des échanges que vous pouvez avoir quotidiennement, que ce soit pour Oui, oui, bien l'amélioration sûr. de l'application ou autre. Oui, oui, ça peut être quotidien, mais l'idée est que on essaie de tout faire pour que ça soit pas le cas. Pourquoi? Parce que déjà les sponsors ils participent pas au daily, parce qu'ils Mhm. ne font pas partie, on va dire, de l'équipe qui va intervenir sur le développement des fonctionnalités. Du coup, l'idée de ces deux workshops, c'est d'essayer vraiment de maximiser le gain, on va dire, du temps. On va vraiment essayer de comprendre durant ces workshops. Après, bien sûr, si on a des questions, on peut échanger soit par mail, soit directement sur Teams ou Skype, ou organiser des meetings si nécessaire. Actuellement, je travaille sur un projet qui nécessite par moment, on va dire, les deux workshops ne sont pas suffisants. Parce que sur ces deux workshops, il y a d'autres business analysts, il y a une divergence des sujets. Du coup, par exemple, si on a un sujet qui est lié uniquement à une business line et non pas aux trois business lines, par exemple, on peut organiser des sessions avec ces sponsors-là séparément des autres. Et du coup, honnêtement, c'est en fonction du besoin. Mais comme tu as dit, par moment, on peut être amené à échanger quotidiennement avec eux. Voilà. Ah, c'était juste un peu pour essayer d'expliquer aux gens ou de rendre un peu transparent cette partie-là parce que une personne qui veut demain faire un business analyst, potentiellement, il ne connaît pas cette partie, que il y a des cas où tu as besoin de trop communiquer avec les clients ou pas, dépendant de l'avancée du projet, dépendant de la demande aussi. Et qu'il y a vraiment cette partie communication qui est très très importante pour avoir un gain de temps. Oui, bien sûr. Je me rappelle sur mon ancienne mission chez le comparateur d'assurance, on avait un contact direct avec les clients finaux parce que, par exemple, sur ma mission actuelle, ce que je disais tout à l'heure dans le secteur bancaire, Mhm. là, le client, il fait partie de la banque. C'est des utilisateurs côté bancaire. Du Ouais, ouais. coup, on veut dire, on fait partie de la même entité. Par contre, durant mon Ça veut ancienne dire, mission, juste entre parenthèses, c'est pas parce que ils sont internes que vous les considérez pas comme des clients. Parce que même s'ils sont internes, mais la finalité, c'est de leur donner une application qui marche de qualité, qui répond à un objectif. Donc, c'est bien des clients, mais qui sont dans la même entité que vous. ouais, bien sûr, Euh, oui, c'est des clients internes. Ça ne veut pas dire que côté fonctionnement, ça va changer. Après, quand c'est que ce- quand, ce- en fait, quand ce sont des clients internes, on va dire par moment, on peut recevoir.
comment je vais dire, peut-être de la pression côté hiérarchie, si les choses n'avancent pas comme ils souhaitent, ou on peut avoir un sujet qui arrive, qui n'était pas scopé pour une release, mais qui arrive d'un coup. Ça n'arrivera pas avec des clients externes, parce qu'en client externe, on va vraiment se mettre d'accord sur ces parties-là. Quand c'est des Hmm. clients internes, on a de la hiérarchie, on a la PO qui chapeaute le projet, on a le programme manager. Alors, sur ma mission précédente, on va dire, dans des grandes structures, on n'est pas assez autonome sur ces parties-là. Mais quand Hmm. on fait partie d'une petite boîte qui a un esprit de start-up, un esprit, on va dire, jeune, on a plus de flexibilité, plus d'autonomie dans le sens où, par exemple, quand j'étais chez ce comparateur d'assurance et d'énergie, on avait des calls avec on va dire avec des assureurs ou avec des fournisseurs d'énergie, typiquement comme TDE, Direct Assurance et j'en passe. Et Mhm. par exemple Alliance aussi, pour refaire les web services qu'on utilisait pour interroger leurs tarificateurs. Et du coup, en amont, on allait se mettre d'accord sur un planning pour dire, OK, ça c'est la priorité, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable. Et on avait vraiment notre mot à dire. Mais par exemple, quand on est sur, on va dire dans des grandes structures, par moment, même si on se met d'accord sur, on va dire sur un planning, on peut recevoir on va dire des changements à la dernière minute. Et parfois, on peut pas dire non parce que ça vient être, on va dire, Hmm. supérieur, N plus 3, N plus 4, ça devient une priorité non pas pour l'équipe, mais vraiment pour la banque en entier. Pour la boîte, quoi. Ouais, c'est Ça veut ça. dire, ça veut dire de ce que je comprends, tu es un peu dans une situation un peu, euh, on va dire, difficile, puisque tes clients sont en interne en boîte, ils sont d'un niveau hiérarchique un peu plus élevé que toi, ils ont contact avec, on va dire, tes managers, et ça fait, Non, ça fait. honnêtement, non, ce n'est pas une situation difficile, mais pour moi, c'est juste une situation différente qui change Hmm. de mes expériences précédentes où où j'étais, on va dire, assez autonome sur cette partie-là, partie planning où on pouvait, par exemple, pas avoir des changements à la dernière minute, mais là, il y a vraiment des changements qui peuvent arriver. Et de notre côté, si on a ce genre de changement, ça peut pousser à avoir des releases qui sont, on va dire, peut-être un peu mal faites, parce que dans la précipitation, peut-être on va oublier des éléments, que ce soit sur les specs, peut-être sur le développement, sur le déploiement. Alors quand on prend le temps de vraiment valider le cahier de charge et de respecter le planning, on va avoir des meilleurs livres. C'était sur cette partie-là. Parce que Hmm. si on se met en cours de route à changer ce qui est demandé, les livraisons ne seront pas, on va dire, aussi qualitatives que si on respectait vraiment le planning initial. Ouais, je vois. Donc c'était par rapport à cette partie-là. Hmm, ouais. Ouais, ouais. Après, si je prends un peu le contraste avec nous, bah, nous les BA, ils ont un contact direct avec les clients. Donc, par rapport à cette partie-là, eux, ils sont assez autonomes parce qu'on va dire qu'ils connaissent le système. Après, ils sont chapeautés par un chef de projet. Donc, à chaque fois, quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont demandées, parce que dans le domaine du transport public, c'est un peu compliqué parce que les demandes, elles viennent du gouvernement, on va dire, et après, elles viennent vers l'exploitant, et après, il fait la demande à ses prestataires, ce qui complique un peu la chose parce que, comme tu peux comprendre, ça prend beaucoup, beaucoup de temps ces échanges-là. Et parfois, tu as plusieurs réunions, plusieurs échanges et les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'il y a des fonctionnalités compliquées ou ce qu'on le demande, c'est pas faisable. Mais ça doit remonter jusqu'à les métropoles et tout pour qu'ils changent un peu, modifient un peu leurs demandes ou clarifient plus leurs demandes dépendant des situations. Donc voilà, même si c'est un grand groupe, ça arrive que les BA aient un contact direct avec les clients et c'est là où je disais que c'est difficile. C'est pas ton boulot qui est difficile, mais c'est juste, c'est un contexte un peu spécial parce que c'est vos clients, c'est vous-même, on va dire. C'est le client de la boîte, c'est la boîte elle-même. Tant que pour nous, le client de la boîte, on va dire, c'est un exploitant qui travaille, lui, pour le gouvernement, quoi. Oui, je comprends, je comprends. Effectivement, je te rejoins un peu sur cette partie.
dans le sens où, à vrai dire, les clients internes ou externes, le fonctionnement ne va pas changer, donc que ce soit côté planning ou autre, mais Hmm, comme tu disais, peut-être l'approche un peu, différent. on va dire, ouais, différente et surtout les moyens qui seront mis en fonction du budget de l'entreprise, de la hiérarchie, peuvent changer. Et du coup, ça peut aussi Ouais. changer côté livrable, mais grosso modo, c'est le même Ouais, on va dire, fonctionnement, hein. Ouais. le job en lui-même, il change Ouais, pas. bien C'est sûr. juste, voilà, c'est les autres parties annexes qui viennent, entre guillemets, impacter ton job qui change un peu. Ouais, c'est ça, c'est le cadre, on va dire. Voilà, le cadre, on va dire, ouais, le contexte. Donc, oui, pour toi, ça peut changer d'un jour à un autre. Pour nous, si le client, il dit, je veux ça, peu importe que ce que ça coûte, on va le faire, peu importe ce que ça coûte. C'est là où il y a la différence. Et vous, si vous êtes en interne, potentiellement, la boîte ne voudra pas dépasser un certain nombre de dépenses pour avoir un résultat X, quoi. Oui, oui, oui. Après, sur cette mission, comme je disais, et on va dire, on n'a pas de problème lié au budget. Il y a pas mal de budget. L'entreprise, elle fait vraiment on va dire, elle a amélioré son chiffre d'affaires, je pense, de 27% cette année. Du coup, elle se porte plutôt bien sur cette partie, tout ce qui est lié Ouais, aussi. Mais après, ouais, ouais, bien sûr. honnêtement, ça dépend des entreprises, du contexte, du périmètre du projet, Hmm. des interlocuteurs aussi, et de pas mal de choses. Ce qu'il Voilà, faut j'essaie savoir, juste. c'est qu'il y a pas mal de paramètres en fait qui vont influencer on va dire, la feuille de route du projet. C'est juste ça. Ouais, j'essaie juste à dire, d'expliquer aux gens qui nous écoutent les contextes où ils peuvent intervenir en tant que business analyst et que ça peut changer radicalement Ouais, bien d'une sûr. entreprise à une autre. Et parfois, il y a des gens qui peuvent se retrouver dans des cas, mais pas dans d'autres. Donc Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. voilà, c'est pas par exemple si tu as une première mauvaise expérience, on va dire, on met mauvaise entre guillemets, et que toutes les boîtes sont comme ça. Ouais, bien sûr. Après, généralement, dans les startups, on est plus autonome que dans des grandes entreprises, généralement, Hmm, parce que dans les grandes entreprises, c'est vraiment cadré, carré. Quand tu essaies de faire un truc, il y a déjà une personne qui le fait. Et du coup, plutôt dans les startups, on apprend. Ouais, dans les startups, on apprend vraiment. Et on intervient, on va dire, on échange avec différents départements, on travaille sur différents projets, on apprend on va dire, différentes notions et différentes choses. Après, ça ne veut pas dire que quand c'est hiérarchique, quand c'est des grandes boîtes, on n'apprend rien. Non, bien sûr, on apprend aussi. Mais après, ça dépend de ce que vraiment on veut apprendre, ce qu'on recherche. Il y a des gens qui sont plutôt dans la stabilité, ils souhaitent se mettre dans des grosses boîtes et hmm. rester dedans. Mais moi, de mon côté, ça ne m'intéresse pas. Le fait est que j'aime bien découvrir, que ce soit des nouveaux secteurs, des nouvelles missions, vraiment connaître de nouvelles technologies, échanger avec différents interlocuteurs sur des projets différents, sur des secteurs différents. Du coup, on va dire, ça dépend aussi de De la chaque personne. personne souhaitant devenir business analyst, vraiment ce qui la motive derrière. Hmm. Tu changerais ton boulot de business analyst? Pour, honnêtement, De pour, si manière c'est générale, est-ce que tu te plais dans ton boulot? Tu le changerais? Ou c'est un Honnêtement, je boulot me plais qui... vraiment dans mon boulot. Comme je disais, il y a pas mal d'aspects positifs. Mhm. Après, changer que pour changer, non. Mais on va dire, j'ai ce petit rêve et ce petit attachement au football. Du coup, si vraiment il y avait une sorte de reconversion, j'aurais bien aimé devenir entraîneur de football. Et en plus, la semaine dernière, je me renseignais un peu sur les différents moyens pour vraiment. Ça, c'est une petite parenthèse à part pour devenir Mhm. entraîneur de football ici en France et les différents diplômes. Et surtout, ça se fait en mode formation. Mais non, non, sur la partie informatique, je suis vraiment intéressé par le poste de BR dans le sens, ça nous permet d'être le référent fonctionnel sur les projets dans lesquels on intervient. Et je suis vraiment satisfait de ce poste en vrai. Donc demain ou après-demain, on verra Oussama en tant qu'entraîneur footballeur. Le BIA qui est passé entraîneur footballeur. J'aimerais bien. Même pour le moment, j'ai j'ai pas le temps pour le moment, mais ouais, j'aimerais bien dans le futur, pourquoi pas. Bah, bonne chance Ah bah, pour merci. réaliser ton objectif. Ouais, bien sûr. Euh, T'auras un dernier mot pour nous?
Bah, avant de dire un dernier mot, dernière Oui, bien sûr. question. Quel est l'impact d'un business analyst sur la qualité du soft qu'on va livrer au client? L'impact du business analyst. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, c'est comme un puzzle. Chaque personne, on va dire chaque spécialiste va intervenir pour apporter un plus et mettre sa pierre à l'édifice, que ce soit développeur, testeur, chef de projet, BA ou autre. Moi, de mon côté, je vois que l'impact de BA se situe surtout sur, on va dire, pour déterminer la qualité de livrable côté BA, pour moi, c'est déjà de comprendre le besoin. Parce que si on ne comprend pas le besoin, ça veut dire qu'on va finir avec un livrable qui ne va pas répondre aux attentes initiales. Et ça peut arriver par moment, soit le développeur, c'est pour ça en fait on essaie de valider avec les devs en amont, parce que par moment, peut-être soit le développeur il va mal interpréter les spécifications, soit le besoin initial ne sera vraiment pas creusé en détail, et une fois livré, on aura un vrai problème avec l'utilisateur qui peuvent être réfractaires à ce changement. Du coup, l'impact du BA, il est quand même très important sur cette notion qui va lier le besoin initial avec la complexité technique, parce que en étant BA, ce qu'on cherche toujours, c'est d'avoir moins de complexité technique pour une plus-value côté métier. Et pour nous, ça, c'est le summum, on va dire, qu'on peut apporter, c'est vraiment de trouver des fonctionnalités qui vont apporter un grand changement côté métier, mais qui ne sont pas coûteuses techniquement parlant. Du coup, l'impact, Mhm. surtout sur cette partie-là, on va comprendre le besoin, mais aussi sur la validation de la recette. Parce que du moment qu'on va valider la recette, ça veut dire qu'on doit comprendre vraiment l'impact de cette fonctionnalité sur les différents modules de l'application, pouvoir, on va dire, améliorer on va dire, améliorer l'application pour les utilisateurs et la rendre de plus en plus user-friendly et faciliter surtout leur utilisation quotidienne. Super. Bah, merci pour ces explications. Si tu as un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent, Là, bien pour des sûr. personnes potentiellement qui veulent faire business analyst pour la première fois ou qui veulent faire de la conversion ou qui veulent passer du test et évoluer vers un business analyst, qu'est-ce que tu leur conseilles Déjà, dernièrement? moi, ce que je leur conseille déjà, c'est d'avoir des notions dans le secteur qui les intéresse pour commencer, parce qu'on peut être BA sur du bancaire, sur de l'assurantiel, dans le secteur automobile, énergétique et autres, il y a pas mal de secteurs. L'idée d'avoir des notions de base, comme ça, quand on va arrêter sur une mission, c'est sûr qu'on ne connaîtra pas tout, mais déjà on aura des notions qui peuvent nous aider au départ. Mais ce qui est sûr, c'est que peu importe la mission dans laquelle ces personnes vont intervenir, elles vont avoir une sorte d'onboarding pour vraiment comprendre le projet et comprendre comment ça se passe on va dire, dans cette entreprise. Et mon conseil, c'est de vraiment essayer de travailler cette partie liée à l'analyse, de vraiment essayer de travailler des études de cas pour vraiment pouvoir se mettre dans la peau des clients et pouvoir proposer des solutions. Du coup, pour pouvoir, en parlant des solutions, l'idée de pouvoir surtout schématiser ces solutions-là. Et ça, c'est un élément que peut-être j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais on utilise fréquemment UML pour pouvoir schématiser des diagrammes ou Mhm. proposer des diagrammes qui sont des diagrammes de use case, des diagrammes de classe, des diagrammes de séquences et autres, pour pouvoir faciliter la compréhension par moment, que ce soit côté métier ou côté développeur. Et du coup, l'idée, c'est que mon conseil, d'un côté, c'est vraiment d'être intéressé par ce métier. Ça, c'est un métier très passionnant parce qu'on est amené à travailler sur différents projets intéressants, différentes technologies innovatrices dans des secteurs très, très intéressants. Et l'idée de pouvoir faire son maximum pour pouvoir, on va dire, être satisfait on va dire, du travail qu'on va effectuer soi-même. Du coup, vraiment, mon conseil, c'est de foncer et d'apprendre et d'évoluer. D'accord. Merci beaucoup, Sama, pour ces informations. Juste entre parenthèses, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi l'UML, l'UML c'est un langage de modélisation unifié. Donc, il nous permet de créer des diagrammes qui ont des relations entre eux afin de modéliser on va dire un système en général. Donc, UML c'est en anglais, donc c'est Unified Modeling Language. Pour les gens qui sont intéressés. C'est un langage assez simple à comprendre et à apprendre.
Donc, on te remercie, Oussama, pour le temps que tu nous as consacré, pour toutes les Ah, informations avec, utiles que tu nous as données. avec plaisir. Je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de Merci faire beaucoup. partie on va dire, des invités sur cette chaîne. Merci beaucoup à toi. Potentiellement, on te réinvitera un autre jour. Pourquoi pas? Euh, donc, et merci encore une fois pour toutes ces informations. Et à la prochaine. Ah, avec plaisir. À la prochaine.